ils ont gagné la CAN. Mais à quel prix? C'est la question que toute l'Afrique se pose encore aujourd'hui. Parce que derrière le sacre du Sénégal, il y a une soirée qui a laissé une trace étrange, lourde, presque irréelle. Une finale qui, pour beaucoup, n'a jamais ressemblé à une simple finale de football. Le 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah, tout est censé être écrit à l'avance. Une fête, des hymnes, des tribunes pleines, une Afrique réunie. Mais avant même le coup d'envoi, quelque chose cloche dans les couloirs, dans les vestiaires, dans les regards. Un malaise au sens le plus brut du terme. Un premier joueur sénégalais ne termine pas sa préparation. Un deuxième vacille pendant l'échauffement. Un troisième ne revient pas après la pause. 3 joueurs sortis du match, presque sans image officielle, presque sans explication publique. Tous pris en charge au CHU Mohamed VI. Et très vite, le silence. Dans la suite, ce silence devient assourdissant. Parce que 6 jours plus tard, une voix sort du rang, pas dans un média africain, pas dans une conférence de presse officielle, mais sur une chaîne étrangère. Ismaël Jacobs choisit l'allemand comme pour s'assurer que le message traverse les frontières sans filtre. Il ne dit pas « j'accuse », il dit « je soupçonne ». Il parle de joueurs qui se sont effondrés, de scènes effrayantes, de quelque chose qui selon lui ne ressemble pas à un simple incident. Et là, une image frappe tout le monde. Pas des douleurs classiques, pas une fatigue visible, mais des corps qui ne répondent plus, des gestes incontrôlables, une incapacité à reprendre leurs moyens normalement. Vous voyez la scène? Ce n'est pas banal. Et surtout, ce n'est pas isolé. Crépin Diatta confirmera plus tard avoir été victime de plusieurs épisodes similaires avant de quitter l'hôpital. Hypothèse. Données médicales non précisées dans le brief. Mais le fait brut, lui, existe. 3 joueurs, une même soirée, un même timing. Pourquoi ce sujet compte? Parce que le football africain ne se joue jamais uniquement sur le terrain. C'est un peu comme une équipe qui domine le ballon mais perd le contrôle du match. Ce qui se passe autour finit toujours par rattraper le jeu. Cette CAN-là arrive dans un contexte déjà inflammable. Arbitrage contesté dès les premiers tours. Fédération qui proteste. Supporters qui dénoncent. Des recours déposés pas par un pays isolé, mais par plusieurs. Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Tanzanie et même le Sénégal, pourtant futur vainqueur. À un moment, ce n'est plus une impression collective, c'est un malaise institutionnel. Maintenant, on va voir pourquoi Rabat devient le cœur du problème. Le pays organisateur, la Fédération royale marocaine de football, et surtout l'ombre d'un homme, Fouzi Lekja, également vice-président de la Confédération africaine de football. Hypothèse, influence institutionnelle présumée, données non prouvées juridiquement. C'est là que le football devient politique. Parce que reconnaître un problème grave pendant la compétition, ce serait fragiliser toute l'architecture. La CAN, la crédibilité de la CAF, et même, en arrière-plan, la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organise. Trop d'enjeux, trop d'intérêts, trop de silence. Alors passons à ce que tout le monde a vu, mais que peu ont osé analyser en profondeur. Les décisions arbitrales, les scènes étranges autour du terrain, les objets subtilisés, les interruptions de jeu, et surtout, la question centrale, comment une finale peut-elle laisser autant de zones d'ombre ? Dans la suite, on va décortiquer les mécanismes de cette soirée, ce qui relève du football et ce qui semble appartenir à autre chose. Une lecture froide, posée, sans certitude absolue. Parce qu'au football, on doit analyser, pas condamner sans preuve, mais ne jamais détourner le regard. Ce qui trouble dans cette finale, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé avant ou après, c'est ce qui s'est joué pendant, minute après minute, décision après décision, comme si le match suivait un scénario écrit ailleurs que sur la pelouse. Parce qu'au fond, parlons football. Quand une équipe joue une finale sous pression, elle accepte l'erreur humaine. Une faute oubliée, un hors-jeu mal jugé, ça fait partie du jeu. Mais quand les mêmes schémas se répètent, match après match, contre des adversaires différents, on ne parle plus de hasard, on parle de dynamique. C'est un peu comme une équipe qui presse toujours du même côté. À force, ça devient une consigne, pas une improvisation. Durant cette CAN, plusieurs sélections ont dénoncé un arbitrage perçu comme asymétrique. Hypothèse, ressenti subjectif issu de déclarations publiques sans conclusion disciplinaire officielle. Mais ce ressenti est partagé, transversal. Et c'est précisément ce qui dérange. En finale, la tension monte d'un cran. Les décisions sont contestées. Les bancs s'énervent. Le jeu s'arrête. Le Sénégal quitte même le terrain pendant plusieurs minutes. Un geste rare, lourd de sens. Pas un caprice, un signal. Comme pour dire, là, quelque chose ne va plus. Et pendant que tout le monde regarde l'arbitre, d'autres scènes se jouent en périphérie, presque anecdotiques en apparence. Mais dans le football africain, rien n'est jamais anodin. Des serviettes de gardiens disparaissent, arrachées, cachées, jetées derrière les panneaux. Pour un public européen, ça prête à sourire. Pour un vestiaire africain, c'est autre chose. Parce que le symbolique compte, le mental compte.
Les croyances, qu'on y adhère ou non, font partie de l'écosystème du jeu. Hypothèse culturelle, perception largement répandue dans plusieurs pays africains, sans validation scientifique. Quand Stanley Nwabali subit la même chose en demi-finale, puis que des scènes similaires apparaissent en finale autour d'Edouard Mendy, le doute s'installe. Pas sur un objet, sur l'intention. Maintenant, on va voir pourquoi tout cela dépasse largement le cadre d'un match. Parce que pendant que les images tournent en boucle sur les réseaux, les institutions, elles, restent figées. La CAF ouvre des procédures disciplinaires, mais pas sur l'arbitrage, pas sur l'organisation, sur les comportements, les réactions, les protestations. Autrement dit, sur les conséquences, jamais sur la cause. C'est là que beaucoup parlent d'un juge qui enquête sur lui-même. Même au niveau mondial, le discours reste mesuré. Gianni Infantino condamne des scènes inacceptables, sans jamais entrer dans le fond. Formule classique, institutionnelle, qui apaise sans répondre. Et pourtant, dans les couloirs, ça murmure. Des rapports médicaux auraient été transmis. Hypothèse, informations relayées par certaines presses nationales, non rendues publiques officiellement. Des réunions se tiennent, des pressions s'exercent. D'un côté, on parle de sanctions lourdes possibles. De l'autre, on réclame des disqualifications, des articles de règlement, des tapis verts. Vous voyez le paradoxe ? Ceux qui dénoncent un climat injuste se retrouvent menacés. Ceux qui organisent, jamais inquiétés sur le fond. Alors passons à un autre angle, encore plus sensible. Le contexte géopolitique. La CAN 2025 n'est pas un tournoi isolé. Elle s'inscrit dans une trajectoire, celle d'un pays qui vise grand, très grand, une Coupe du Monde, une vitrine planétaire, des milliards d'investissements. Hypothèse, enjeu économique et symbolique majeur largement documenté. Dans ce contexte, reconnaître un scandale majeur serait explosif. Pas seulement pour une fédération, pour tout un projet. Et le football moderne, on le sait, protège ses projets avant ses vérités. Dans la suite, on va répondre à une question simple mais essentielle. Comment lire cette finale aujourd'hui sans tomber dans le complot facile ni dans la naïveté confortable? Quels signaux doivent alerter un observateur lucide? Et surtout, pourquoi cette histoire continue de diviser toute l'Afrique, bien au-delà du score final? Alors comment lire cette finale aujourd'hui avec un minimum de lucidité, sans tomber dans le fantasme, mais sans fermer les yeux non plus? La première erreur fréquente, c'est de croire que tout se joue sur un fait isolé, un pénalty, un malaise, une décision arbitrale. En réalité, ce qui choque, c'est l'addition. Des signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent un tableau trouble. Comme une équipe qui encaisse toujours le même type de but, au bout d'un moment, ce n'est plus de la malchance, c'est un problème structurel. Deuxième erreur, penser que dénoncer, c'est refuser le jeu. Non, dénoncer, c'est vouloir un jeu plus juste. Le Sénégal n'a pas gagné parce qu'il aurait profité du système. Il a gagné malgré le contexte, malgré les interruptions, malgré la pression, malgré une finale hachée, tendue, presque irrespirable. Et c'est aussi pour ça que ce sacre laisse un goût amer. Il aurait dû être une fête, il est devenu un symbole. Maintenant, observons les signaux d'évaluation, ceux que tout amateur peut repérer sans expertise médicale ni accès aux dossiers confidentiels. Quand plusieurs équipes différentes se plaignent du même arbitrage, quand les sanctions tombent toujours dans le même sens, quand des incidents graves sont requalifiés en malheureux concours de circonstances, quand les institutions communiquent beaucoup, sans jamais répondre au fond. Ce sont des alertes, pas des preuves judiciaires, mais des alertes sérieuses. Dans les couloirs, certains parlent déjà de décisions imminentes. Hypothèses, informations issues de la presse, non confirmées officiellement. Amende, suspension, rappel au règlement. Rien qui ne touche au cœur du problème. Rien qui pose la question centrale, que s'est-il réellement passé cette nuit-là à Rabat? Et c'est là qu'intervient un élément que peu osent aborder frontalement, la mémoire collective. En Afrique, on n'oublie pas vite. Les supporters algériens n'ont pas oublié, les Nigérians non plus, les Camerounais, les Égyptiens, les Tanzaniens et maintenant les Sénégalais. Parce que chacun, à un moment différent, a eu le sentiment d'être confronté à la même muraille, une muraille institutionnelle. Dans le football, il y a des synergies positives. Un bon pressing aide la défense, une bonne relance aide l'attaque. Mais il existe aussi des synergies négatives. Quand le pouvoir, l'argent et la peur du scandale s'alignent, la vérité recule. Et le jeu en souffre. Alors, que doit faire le supporter averti? Observer, comparer, recouper, refuser les certitudes absolues, mais aussi refuser l'oubli rapide. Le football africain mérite mieux qu'un éternel circuler, il n'y a rien à voir. Petit rappel essentiel avant de conclure. Aucune haine, aucun appel à la violence, aucun amalgame entre un peuple, des supporters et des décisions institutionnelles. Le football reste un sport. Le fair-play doit rester une boussole, même quand le système vacille. Mais le silence, lui, n'est pas du fair-play. Cette finale restera dans les mémoires.
Pas seulement pour un but ou un trophée, mais pour ce qu'elle a révélé, un football africain à la croisée des chemins. Soit il accepte de se regarder en face, soit il continue à empiler les non-dits jusqu'au prochain scandale. Et maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous voyez une suite logique à tous ces événements? Est-ce que vous pensez que la vérité finira par sortir ou qu'elle sera définitivement étouffée? Dites-le en commentaire. Likez si vous pensez que le débat doit exister. Abonnez-vous à Ballon Viral si vous voulez des analyses sans langue de bois, mais avec responsabilité. Dans la prochaine analyse, on reviendra sur un point précis que très peu de médias osent détailler. Comment les règlements disciplinaires de la CAF peuvent être utilisés comme arme politique. À très vite. Maintenant, prenons un pas de recul, parce qu'au-delà des émotions, il faut comprendre comment une compétition peut glisser vers ce type de crise sans jamais exploser officiellement. Le mécanisme est toujours le même. On isole les événements, on fragmente la narration. Un malaise devient un incident médical. Une décision arbitrale devient une interprétation. Une protestation devient un comportement antisportif. Pris séparément, rien ne semble suffisant pour déclencher une enquête globale. Ensemble, pourtant, ils racontent une autre histoire. C'est un peu comme une défense qui recule en permanence sans jamais concéder de but pendant un moment. Le danger est là, latent. Et puis un jour, tout cède. Regardez la gestion institutionnelle. La Confédération africaine de football communique sur la forme, jamais sur le fond. Elle parle de règlements, d'articles, de procédures, jamais des causes profondes, jamais des conditions de jeu, jamais du contexte sanitaire précis. Hypothèse, stratégie classique de gestion de crise observée dans de nombreuses organisations sportives. Et c'est là qu'intervient une autre erreur fréquente du public, croire que l'absence de conclusion officielle équivaut à l'innocence totale. Dans le football moderne, surtout à haut niveau, beaucoup d'affaires se règlent sans verdict public clair, par compromis, par temporisation, par usure médiatique. Alors comment lire un match comme celui-là en tant que spectateur averti? Première chose, observez les premières minutes. Pas le score, le climat, les discussions avec l'arbitre, les bancs, les interruptions. Une finale saine et tendue, oui, mais fluide. Quand le jeu se fragmente sans raison apparente, c'est souvent révélateur. Deuxième chose, regardez les transitions émotionnelles. Une équipe peut rater un pénalty et rester concentrée. Mais quand la frustration devient collective, répétée, partagée par plusieurs équipes au fil du tournoi, ce n'est plus un problème de mental individuel. Troisième chose, écoutez ce que disent les joueurs après coup, surtout ceux qui n'ont rien à gagner à parler. Quand des déclarations prudentes, conditionnelles émergent à distance, dans d'autres langues, dans d'autres pays, ce n'est jamais anodin. FAQ Express, parce que ces questions reviennent tout le temps. Pourquoi le Sénégal a quand même gagné? Parce qu'une équipe peut être plus forte que le contexte. Le football n'est jamais totalement contrôlable. Pourquoi parler d'empoisonnement sans preuve publique? Parce qu'il s'agit d'un soupçon exprimé par des acteurs concernés. Soupçon, accusation judiciaire. Mais un soupçon mérite des questions. Pourquoi la CAF n'enquête pas plus loin? Hypothèse, reconnaître un problème systémique aurait des conséquences institutionnelles majeures. Est-ce que tout le Maroc était mis en cause? Non, jamais. Il s'agit de structures, pas de peuple ni de supporters. Maintenant, petit plan d'action, supporters experts, pour les jours à venir. Revoir les matchs clés du tournoi, pas seulement les highlights, comparer les décisions similaires d'un match à l'autre, lire plusieurs presses de pays différents, écouter les interviews longues, pas les extraits, garder une distance critique, même avec ce qui conforte vos idées. Dernier point, et il est essentiel, le football africain n'est pas condamné, il est à un carrefour. Chaque génération vit son moment de vérité, celui-ci en est un. Soit les instances acceptent plus de transparence, soit la défiance continuera de grandir. Avertissement clair, pas de haine, pas d'insultes, pas d'appel à la violence. Le débat doit rester digne, argumenté, humain. Le football n'avance que comme ça. Et si cette analyse vous a fait réfléchir, partagez-la. Likez pour soutenir le débat. Abonnez-vous à Ballon Viral pour ne pas laisser ces sujets disparaître dans le bruit de l'actualité.